cette angoisse-là, cette peur-là qu'on a par rapport à la probabilité de la mort, et des signifiants du malade qui sont médiés par les représentations culturelles de la maladie et les représentations de la société par rapport à la maladie. Une maladie qui est considérée comme bénigne ou maligne, invalidante ou mortelle. Okay? Donc, ces représentations vont dépendre de la place de la culture. Okay? La place que la culture donne à une maladie et, même chose, la place que la société donne à la maladie. Okay? Donc, tout ça va d'éléments à prendre en compte. Et ça dépend aussi du type de maladie. Donc, une maladie bénigne, qui est une maladie bénigne aiguë, qui ne présente pas de troubles, disons, de répercussions psychologiques, parce que quand c'est aigu, ça veut dire que ça ne dure pas. Donc, classiquement, c'est quand la maladie évolue pendant plus de 6 mois, elle est considérée comme chronique. Donc, du coup, la maladie aiguë, quand elle est bénigne, ça devient banal parce que le temps, avant même qu'on s'inquiète, la personne guérit. Mais ce qui peut être grave en cas de pathologie aiguë, c'est quand la maladie est sévère ou quand la maladie décompense. Donc, la décompensation, c'est une maladie chronique, antérieurement stabilisée, qui se réveille brutalement. On appelle décompensation. Et ça provoque une surprise parce que la personne ne s'y attendait pas. Et ça, c'est cette réaction qu'on va avoir. Et dans un premier temps, le patient subit l'assaut de la maladie et des soins. Donc, le patient subit l'assaut de la maladie et des soins, parce que c'est grave. Donc, tout le monde s'inquiète, même le personnel soignant, inquiet. Après, le patient constate la menace qui a pesé sur sa vie et peut réagir sur un mode dépressif allant exceptionnellement jusqu'à la crise suicidaire. Donc, là aussi pareil, quand la gravité est extrême, le risque c'est que la personne sombre dans la dépression, parce que le niveau est tel que là, ça dépasse les capacités d'adaptation du patient. Et le mode ultime, disons la complication qui va s'en suivre, peut être la crise suicidaire. On a eu des patients diagnostiqués de cancer qui, quelque temps après l'annonce, se suicident. Okay? Parce que, voilà, comme j'ai dit, ça dépend de la compréhension que cette personne a du cancer. Si elle associe cancer et mort inéluctable, donc c'est sûr que voilà, cette personne n'a aucun espoir. Si en plus la société entretient cette image, sa famille également, et voilà, donc ce qui fait que la personne perd tout espoir et le risque qui peut survenir, c'est qu'elle se suicide. Mais la situation qui pose plus de problèmes, c'est la maladie chronique, et de par sa fréquence et de par son long temps d'évolution. Et c'est une maladie qui permet à la personnalité du malade de mobiliser ses défenses psychologiques, à savoir comment psychologiquement la personne va faire face. Et la maladie va avoir beaucoup d'inconvénients, comme liés à l'atteinte de l'intégrité corporelle, une personne qui se sent diminuée, à l'atteinte psychique aussi, donc là, le comportement que va avoir la personne face à la maladie. Il remet en cause l'image idéale de soi, cette image parfaite d'invulnérabilité, de force, de puissance, que la maladie vient fragiliser ou anéantir. C'est aussi une position de faiblesse
faiblesse ou de régression qui fait que la personne souvent va être dans un état de dépendance, okay, va avoir besoin d'assistance, de l'aide de l'autre. La remise en cause du soutien familial et social aussi, surtout quand ce soutien aussi est mis en mal. La maladie aussi peut parfois offrir des bénéfices aux malades. Bon, là, c'est... on n'y passe pas souvent, mais voilà, dans quelques cas, quelques situations, le malade peut essayer de tirer un profit à cette situation. Ça peut être des bénéfices primaires quand la maladie apaise et soulage le rôle dans c'est le rôle dans le déclenchement de la maladie ou de l'accident, ou encore un facteur causal déclenchant. Et les bénéfices secondaires, c'est se soustraire des relations frustrantes. Pour une personne qui n'aime pas son travail, par exemple, donc la maladie va être l'occasion de prendre des congés maladie. D'éviter les obligations familiales et sociales. Okay? Le père de famille qui dit, bon, je suis malade, donc on ne va pas me demander la dépense quotidienne. De fuir dans l'imaginaire et la pensée magique. Okay? D'être dans les fantasmes. Et d'être reconnu comme malade par l'entourage et d'être materné. Je me rappelle quand on était étudiant, un de nos camarades qui, au campus, qui avait mis une affiche devant sa porte. Il a mis « Aujourd'hui, je suis malade ». Okay. Donc, du coup, tout le monde s'était regroupé dans sa chambre pour s'enquérir de son état. Okay. Donc, ça aussi, c'est une forme de bénéfice secondaire où cette maladie permet de focaliser l'attention de l'entourage. La maladie va aussi avoir entraîner des réactions. Donc, c'est comment le malade va réagir face à la maladie. Okay. Donc là, on était sur les différents aspects de la maladie. Maintenant, là, on va voir l'impact de la maladie sur le malade. C'est une réaction anxieuse, à juste titre. C'est jamais agréable d'être malade. Et l'anxiété, qui est un processus normal d'adaptation aux contraintes et aux conséquences de la maladie. Donc, c'est une réaction qui est normale aussi. Okay? Parce que c'est normal d'être inquiet, d'être anxieux quand on est inquiet. Okay? Et c'est normal d'être inquiet quand on se sent en danger. Mais elle peut être pathologique lorsqu'elle est disproportionnée. Okay? Donc, ça ne va pas dire que c'est quand on est malade et voilà, on a cette réaction qui est disproportionnée par rapport à la maladie. Et la maladie peut être perçue comme une menace à la vie et à l'intégrité du moi. Et cette situation peut entretenir l'anxiété. Et la peur de la mort, de la souffrance, sont des pensées anxiogènes. Et les conséquences de la maladie sont liées à l'altération des liens affectifs et ou sociaux, qui vont être aussi des renforçateurs de l'anxiété. Maintenant, on va voir les attitudes de régression et de dépendance liées à la maladie. Donc, la régression psychique, qui peut être fonction de la maladie et de la structure de la personnalité du sujet. Donc, on peut parler des personnalités pathologiques la dernière fois. Et cette régression va se traduire par une réduction des intérêts, un égocentrisme, un petit égoïsme, disons, une dépendance vis-à-vis de l'entourage et des soignants, et un mode de pensée magique. Ça accompagne la régression. Et la pensée magique, c'est un peu le mode de pensée des enfants. Okay, en fait, c'est-à-dire quand on pense à quelque chose, ça va se réaliser, donc d'investir de façon exagérée ses pensées. Et la régression, comme son nom l'indique, c'est le fait de retourner en état intérieur, bon, surtout en état infantile,
Ou comme l'enfant, on est un peu égoïste, on pense à soi, on focaliser l'entourage, l'attention de l'entourage, etc. Mais là, on trouve quand même que la régression est un processus nécessaire. Donc, c'est un processus normal, ok, qu'on attend quand on est malade, une réaction qu'on attend, et qui est nécessaire à l'adaptation à la situation thérapeutique. Okay. C'est cette régression-là qui va faciliter l'adhésion au traitement. Et la guérison doit s'accompagner d'une reprise d'autonomie. Donc, une rupture doit se faire avec la guérison où la personne retrouve cet état intérieur et quitte cet état régressif. Par contre, cette régression peut être pathologique parce qu'elle est trop importante en intensité et en durée et empêche la participation active et énergique du patient au processus thérapeutique. Et parfois, cette régression peut être absente. On peut aussi rencontrer des attitudes de minimisation, de négation et de refus de la maladie. Le malade, on lui dit, vous avez le cancer, il dit non, c'est pas ça. Hein? Ou bien, il va voir le marabout. Ça m'est arrivé, une personne qui vient me voir, moi qui suis psychiatre. Okay? C'était un père de famille, bon, certes, je comprenais sa détresse. Donc, il vient m'emmener son enfant qui a le bras enflé, ok, et il vient me demander un conseil en me disant qu'il est parti voir le chirurgien qui lui a diagnostiqué un cancer de l'avant-bras au niveau de l'os de son enfant et qui veut l'amputer. Ensuite, il est parti voir un marabout. Le marabout lui a dit que le médecin ne connaît rien, ça c'est pas un cancer, c'est un abcès. Il vient me demander mon avis. Il dit, ah, voilà. Tu vas voir le chirurgien, il fait les radios, il fait son examen, tout. Il dit que c'est un cancer. Moi, je suis psychiatre, je ne peux pas c'est pas la bonne personne pour trancher un chirurgien au marabout. Donc, si tu veux, tu vas voir notre chirurgien, il va te faire un diagnostic. Okay, mais je te conseille vivement de faire vite. Le pauvre, le bras était très enflé. Voilà. Donc, ça, c'est une forme de négation, okay, de refus pour le père de la gravité de la maladie de son enfant. Et ces réactions sont courantes. Okay. D'autres disent qu'on a diagnostiqué un diabète, mais il n'y croit pas, il refuse de suivre un régime et ils ne sont pas malades. Hein. Donc, ces réactions peuvent aller jusqu'à des attitudes de refus de la maladie qu'on appelle déni. Déni, ok? Et dans le déni, la personne dit niet totalement, elle dit qu'elle ne se croit pas malade, elle ne croit pas au diagnostic et c'est fini. Et la dénégation, qui est une forme partielle de déni, où la personne accepte le diagnostic, mais ne fait pas ce qu'il faut pour se soigner. Donc, il ne prend pas son traitement correctement, il est insouciant, il n'a pas un comportement adapté par rapport à la maladie qu'il a, oublie de prendre ses médicaments, etc. Donc, c'est une forme d'acceptation à moitié. Et ces deux mécanismes sont des entraves à la consultation et à la bonne démarche et diagnostique et thérapeutique. On peut rencontrer des réactions d'ordre narcissique. Okay. Donc, le narcissisme, c'est un peu, on avait parlé la dernière fois sur les personnalités pathologiques. Donc, cet amour démesuré qu'on porte à soi-même. Et la maladie peut menacer l'intégrité du patient qui peut se sentir blessé, vivant une expérience de faillite narcissique. Okay? Parce que la maladie aussi, c'est ça, elle atteint ce narcissisme-là, ce sentiment de se croire invulnérable. Et les réactions peuvent se voir, peuvent être
un repli sur soi-même, donc accentuant l'égocentrisme et la dépression. Il existe. La maladie peut renforcer le narcissisme du patient, qui se sentira tout puissant, satisfait de l'intérêt qui lui est porté. La réaction à la maladie peut se faire sous forme de dépression. Et ces dépressions sont fréquentes au cours des maladies chroniques et ou sévères et sont dues à une confrontation avec la mort et un sentiment d'impuissance. C'est ça le lot des maladies chroniques. C'est, par exemple, un diabétique, voilà, c'est pour la vie. Il faut prendre des traitements à vie, hein, pour supplier le pancréas. Pareil pour l'hypertension. Okay? C'est hémodynamique, donc là aussi pareil, il faut prendre des médicaments à vie. Et au-delà même des médicaments, il faut avoir des activités préventives. Okay? Donc, avoir une hygiène de vie. Donc, ça impose à la personne d'être disciplinée, okay? de changer d'habitude alimentaire, de comportement. Et ça, souvent, c'est ce qui peut être difficile pour les patients, parce que voilà, les personnes aiment souvent être libres, fonctionner au feeling, et le fait qu'une maladie maintenant les conditionne, voilà, ça le fait très mal. Et aussi, les personnes n'aiment pas changer leurs habitudes, donc les personnes ne veulent pas changer du tout, qu'elles veulent avoir les mêmes habitudes, cette même liberté, et ça, c'est pas possible avec une maladie chronique. Donc, une maladie chronique impose une adaptation, une certaine discipline. Et maintenant, l'autre aspect aussi, c'est que c'est une maladie qui ne guérit pas. Okay? Donc, du coup, la personne parfois s'épuise. Okay? Donc, se remet en question, pourquoi moi, pourquoi je ne peux pas fonctionner comme les autres, pourquoi je ne peux pas être normal comme les autres. Donc, ça crée une crise existentielle. Et c'est ça le lot des maladies chroniques. Voilà, c'est une situation qui est là et qui va toujours être là. Okay? Et qu'il faut, qui va demander beaucoup d'endurance parce que voilà, on est condamné à fonctionner avec et à changer de comportement et à s'adapter par rapport aux exigences d'une maladie chronique. C'est pour ça que les réactions dépressives sont fréquentes avec ces types de maladies et peuvent être favorisées par des facteurs biologiques, lésionnels ou thérapeutiques. Aussi l'attitude de l'entourage face à la maladie qui influe sur l'apparition et l'entretien de la dépression. Okay, bon. Souvent, quand l'entourage est un peu contenante, voilà, qui aide la personne, okay, de façon mesurée, pas trop, mais pas peu aussi. Okay, c'est apporter la juste mesure, l'aide nécessaire, et qui fait que la personne, voilà, est rassurée parce qu'elle sait que à tout instant, elle peut compter sur des personnes qui sont toujours là. Okay? Donc ça, c'est le meilleur, disons, élément qui peut lutter contre la dépression. La dépression, c'est un sentiment de détresse, okay? Et d'un avenir qui n'existe pas, l'avenir bouché. On ne pense pas au lendemain parce que ce lendemain est toujours douloureux. Et on se concentre sur cette douleur-là qu'on a du moment. Voilà. Donc là aussi, c'est une place importante que l'entourage va occuper pour prévenir cette dépression. Et les réactions dépressives peuvent être exprimées par le malade à travers un sentiment de dévalorisation ou d'incomplétude, ou masquées par des plaintes, en particulier somatiques, ou un refus de soins. Donc la dépression peut être visible ou bien peut être cachée, larvée, et c'est là où voilà, ça devient plus difficile à diagnostiquer et voilà, ça entretient la souffrance du patient. On peut, par contre, avoir des attitudes violentes, agressives et persécutrices
c'est la situation où l'agressivité qui va être liée à la perception d'une menace. On racontait un médecin qui avait été malmené par un patient, qui a donné un coup de poing, qui a, comme un lutteur, été pris, voilà, porté en haut, puis projeté par terre par un jeune qui rêvait d'un voyage en Europe, qui avait tout réglé. Je pense qu'il avait le billet, le visa et tout. Et quelques jours à son départ, le médecin lui diagnostique un cancer primitif du foie. Et là, c'était tellement brutal que le gars, il s'en est pris au médecin, il l'a malmené. Donc là aussi, ça va voir ce qu'on disait tantôt par rapport à la communication, à l'empathie. Voilà. Donc, parfois, cette réaction-là peut être agressive. Et d'autres expressions aussi variables peuvent être une forme de passivité, voire de violence verbale, voire physique. Et l'agressivité peut aussi témoigner d'un sentiment d'injustice et de persécution et se traduit par une révolte, le sujet exprimant son mécontentement, son hostilité à l'égard d'un sort injuste du milieu familial et du médecin traitant. Et le risque, voilà, contre cette agressivité du personnel médical, si celui-ci ignore l'existence de ce mode de réaction aussi du malade à sa maladie. Et donc là aussi, c'est des choses qu'il faut prévoir. Donc, dans l'annonce d'une maladie grave, il ne faut jamais être seul. Bon, autant que possible, il faut éviter d'être seul avec le patient. Donc, là, c'est pareil, il ne faut pas être dans une position où on est derrière la table qui est à l'opposé de la porte, et laisser le patient devant la porte, parce que là aussi, pareil, je pensais une infirmière qui avait annoncé une assistance sociale, je ne sais plus, qui avait annoncé un sida en personne, un monsieur. Le gars, il était assis à côté de la porte, et debout à côté de la porte, et la dame qui était derrière au fond, le gars il dit, ah bon, j'ai le sida. Il se retourne, il ferme la porte à clé, il dit, bon, maintenant on va voir si j'ai le sida ou pas. Donc il a fallu qu'elle crie et qu'on vienne défoncer la porte. Donc là aussi, ce sont des mesures à prendre parce qu'une personne qui est en détresse peut avoir des réactions parfois violentes. Donc il faut prendre des dispositions pour ne pas être victime de ces situations. Aussi bien dans l'aménagement de son espace de travail. Moi, par exemple, qui suis souvent confronté qui côtoie souvent des patients qui sont psychotiques, qui peuvent être agités. Bon, déjà, bon, maintenant, je ne les reçois pas dans mon bureau. Un patient agité, je ne le reçois pas dans mon bureau. Il va saccager mon ordinateur, priver la vitre de mon armoire, voilà, tout saccagé. Donc, je le laisse avec les infirmiers dans la salle de soins. Donc, du coup, il faut avoir des actions préventives, pour ne pas être vulnérable et être vulnérable face à une potentielle agressivité du patient. La réaction peut se faire sous forme de résignation, qui signifie que le malade accepte son destin, arrête de se battre et est prêt à acquérir n'importe quelle fin, y compris la mort. Le soulagement, si l'état de la maladie aide le malade à trouver des solutions à des problèmes difficiles à résoudre, ça réclame des bénéfices secondaires. Et maintenant, on va passer au médecin, la place du médecin dans la réaction
du malade. Et le rôle du médecin, comme vous pouvez l'imaginer, est essentiel. L'annonce de la maladie, déjà dans l'annonce, voilà, c'est le médecin qui annonce la maladie, pour ses complications, aussi dans l'explication des thérapeutiques et la disponibilité. Donc, le médecin doit savoir gérer ses propres mécanismes de défense et adopter une attitude, adopter un quadruple regard. Okay? Donc, ici, c'est la disponibilité qui est importante. Okay? Cette disponibilité-là qui permet de mieux communiquer. Cette disponibilité-là qui permet d'être empathique. Okay? Être disponible, c'est quoi? Parce que parfois, c'est compliqué, parce que parfois, on a affaire avec des patients, surtout si c'est un patient histrionique, okay? qui joue son théâtre, okay? Et vous qui avez, peut-être vous avez des dettes, peut-être que vous, avez une dépense à donner, des scolarités à payer, des choses à faire qui vous attendent et qui peuvent vous stresser, et que vous avez cette impression-là que vous avez plus de problèmes que la personne qui est devant vous et qui amplifie les choses, ok? Mais n'empêche, quel que soit le contexte, on doit taire notre vécu, notre préoccupation et être disponible entièrement pour le patient. Ok? Bon, ça, c'est la première injustice quand on est dans la relation d'aide. Ok? Quel que soit ce qu'on amène au travail, ok? On le dépose dans un coin, ok? En attendant de finir pour le reprendre. Okay? Donc, quand on arrive devant notre bureau, on oublie toutes les préoccupations qu'on a, on les met de côté et on se donne entièrement à son travail. Okay? Donc, ça, c'est la première injustice à gérer quand on est dans la relation d'aide. Et voilà. Donc, c'est important. Et là aussi, pareil, c'est comme ça. Donc, c'est la première chose à apprendre quand on commence. Autre chose aussi qu'on peut ressentir, parce qu'à l'hôpital, les drames arrivent toujours, n'arrivent jamais quand on est en pleine forme, ou bien quand on est dans un contexte où toute l'équipe est là, etc. Donc c'est dans les moments creux, par exemple, les débuts de week-end, comme les vendredis, où tout est prêt, il ne reste plus qu'à aller en week-end, voilà, on a un programme bien établi, et paf, une urgence vous tombe dessus, et gâche tout votre programme. Okay? Donc là, pareil, quel que soit le plan qu'on a imaginé, quel que soit notre programme, notre scénario, okay, c'est d'être prêt à tout renoncer et à gérer l'urgence du moment. Okay? Donc là aussi, ce sont des renonciations qu'on doit faire, voilà, qu'on doit se préparer mentalement à faire, parce que c'est le métier qu'on a choisi, et voilà, les choses sont ainsi malheureusement. Okay? Donc, ce sont des choses à gérer. Donc, c'est la disponibilité. Donc, dans ce regard-là, ça fait référence à voir ce que donc le médecin, dans son regard, il regarde le patient, il regarde le patient dans le processus, donc avec un recul, comme je dis, un patient histrionique, voilà, pour le mettre dans le contexte. Okay. Il amplifie, mais voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. On ne va pas lui vouloir le punir parce qu'il a l'impression d'amplifier. On le met dans ce contexte-là. Donc là, c'est plus facile de le gérer que quand on le voit seulement comme une personne qui a des caprices. Il faut mettre ce caprice-là dans un contexte. Il se regarde aussi lui-même. Dans la relation, il se regarde, c'est là pour gérer sa communication et gérer ses émotions. Au lieu de se regarder. Il regarde aussi la relation. Donc, c'est le cadre. Ce que je disais tantôt aussi, c'est le médecin qui est gérant du cadre. Il doit s'occuper de l'état émotionnel de son patient. Okay? Et ça, pour le faire, il faut faire focus sur la relation là. Okay?
Donc ça, je le redis à nouveau, que l'empathie n'est pas facile, et ça demande beaucoup d'exigence, beaucoup d'expérience surtout pour pouvoir le comprendre et l'appliquer. Donc, pour cela, on a dit tantôt, l'écoute qui est important, le temps d'écoute, de l'exploration des peurs fondamentales du patient et de sa représentation de la maladie, il faut faire. Et ça, c'est le premier acte de soin. Avant de prescrire, avant d'injecter, avant de perfuser, voilà, ça, c'est la première chose à faire. Donc, du coup, la relation thérapeutique, comme le soignant, il est empathique, professionnel, disponible pour savoir reformuler, résumer, recontextualiser, renforcer le discours du patient. Donc, cela suppose un temps d'entretien. Donc, il faut prendre le temps d'écouter avec des questions ouvertes. Le patient mène l'entretien et le thérapeute le guide, mais ne le dirige pas. Vous le guidez parce que vous êtes tenu par un plan de rédaction. Prendre le temps de comprendre avec des questions fermées, sphère par sphère, pour favoriser l'expression des émotions et leurs explorations. Prendre le temps d'expliquer la maladie et les soins sans être pressé d'apporter des solutions. Parce que la solution meilleure est celle qui provient du patient. Donc, on donne tout. Maintenant, c'est à lui de prendre le choix de voir quelle réponse apporter. Établir un rapport collaboratif. Donc, vérifier l'engagement du patient, l'encourager à prendre place comme acteur dans le projet thérapeutique qui est commun entre le thérapeute et le patient. Donc, c'est un projet, ce n'est pas le projet du médecin, c'est un projet que le médecin partage avec son patient, pour le patient. Donc, le patient va occuper une place importante dans le processus. En conclusion, donc, on va dire que ces réactions psychologiques face à la maladie sont diverses et variées. Donc, nécessitent une prise en compte de l'expérience de la maladie et du traitement et doivent être modulées par l'expérience du médecin. Voilà. Donc, voilà pour ce cours. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va? Donc, s'il n'y a pas de questions, on prend une... Comment? Oui, monsieur, ça va. Ça va, d'accord. On prend une pause alors. On prend une pause de 15 minutes, on revient à 17h15. Voilà, à tout de suite.
le vieillissement entraîne beaucoup de changements physiques, psychologiques, avec un sentiment de décalage par rapport aux repères de la vie adulte. Donc, c'est comme j'ai toujours dit, l'enfant, ce n'est pas un petit adulte. Pareil, le vieillard aussi n'est pas un grand adulte. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont chez qui, pour les comprendre, faut se mettre à leur niveau, mais pas se projeter. Et ce décalage peut créer souvent beaucoup de soucis par rapport aux personnes âgées dans leur milieu, dans leurs besoins. Souvent, ce sont les adultes qui créent des besoins pour eux, et là, ça pose toujours problème. Et donc, différents âges aussi vont coexister et déterminer le type de vieillissement. Donc, on peut avoir un âge chronologique, l'âge physique et biologique, l'âge psychologique et émotif et l'âge social. Donc, du point de vue de l'âge chronologique, c'est le début du vieillissement qui est situé à 65 ans. Okay. Bon. Mais c'est seulement à but indicatif, hein, donc seulement pour faciliter, disons, les statistiques, mais dans la réalité est tout autre. Donc, ça ne signifie pas que toutes les personnes qui ont 65 ans vont être considérées comme des personnes âgées. Okay? Donc, chacun a son rythme, comme j'ai toujours dit. Et pour certains, le passage sera effectivement brutal, tant du point de vue physique que psychologique, en raison de plusieurs causes. C'est une maladie, donc quand une personne est malade, souvent ça accélère le vieillissement. Au niveau psychologique aussi, c'est par exemple des personnes qui vont à la retraite et qui s'effondrent, ou bien une prise de conscience parfois à une date d'anniversaire. Hein. Et en tout état de cause, chronologiquement, dans toutes nos sociétés, l'âge de la retraite qui se situe aux alentours de 60-65 ans, fixe l'entrée dans la vieillesse. Et cette définition de la vieillesse en fonction de l'âge doit être complétée en fonction d'autres critères, d'autres variables telles que la santé, les facteurs socio-économiques, la situation par rapport au travail, etc. Maintenant, du point de vue physique et biologique, on va noter une diminution de la force physique qui survient entre 30 et 35 ans. Donc là aussi, c'est une sensation assez subjective, okay, qu'on vit, okay, qu'on ne peut pas prévoir, et que c'est quand, voilà, comme une voiture, on accélère, on se dit, tiens, ça ne donne pas comme ça donnait avant, et là, on prend conscience, tiens, donc c'est lié à ça. Mais tant que quand on accélère, le corps répond, là, on est insouciant, on dit, oh, ça, c'est pas... c'est pour les autres, c'est pas pour moi, ok? Le vieillissement, c'est pas pour maintenant, ok? Mais c'est une situation qui est guidée par des prises de conscience. Okay? On se rend compte de choses, on se rend compte des limites. Okay? Et cet aspect aussi en fait partie. Donc, c'est subjectivement, entre 30 et 35 ans, on se rend compte que le corps n'a pas le même rendement qu'avant. Chez certaines personnes, ça se matérialise dans une baisse de la vue, des modifications de l'image de soi avec l'apparition des premiers rides, des calvities et les cheveux blancs, une augmentation du poids, une altération de la motricité chez les plus âgés, une diminution sensorielle qui concerne principalement la vue et l'ouïe, et la vieillesse du point de vue psychologique et émotif renvoie à certaines considérations, notamment socioculturelles, ou dans notre société, par exemple, cette image a subi un changement important parce que la personne âgée a quitté, voilà, dans un passé récent, un statut de privilégié où, voilà, c'est la personne qui avait le pouvoir, que tout le monde consultait, qui décidait de la pluie et du beau temps. Pourquoi? Parce que c'était cette personne qui avait l'expérience, qui avait la connaissance, ok?
Maintenant, depuis que les temps ont changé, depuis l'avènement de la science, de son accessibilité, voilà, donc ils ont perdu ce statut. Donc du coup, voilà, c'est ce sentiment d'être inutile souvent que ces personnes peuvent ressentir. D'être inutile, de ne plus... Parce qu'avant, imaginez quand tout dépendait de... Voilà, quand ils étaient consultés, quand ils avaient ce pouvoir. Donc, les perceptions et les prédispositions changent. Quand maintenant, voilà, il y a certes le respect qui est là, mais bon, c'est relatif parce que on sait maintenant que c'est celui qui a, surtout en Afrique maintenant, celui qui a l'argent, qui a le pouvoir, et qui décide voilà, de la tournure des événements. Donc, avant, le capital du vieillissement, c'était l'expérience et qui donnait un avantage, un ascendant au niveau culturel. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, c'est la réalité qu'on rencontre avec ces personnages, c'est leur place, les difficultés à situer leur position au niveau social. Et au niveau affectif, on a des facteurs déterminants comme la retraite, la solitude et la mort qui vont peser dans le vécu de ce processus. Et du point de vue social, ça dépend aussi de la position et des déterminants sociaux. Quand on voit ici, quand je parlais de place, ces personnes âgées, par exemple cette image, on voit des personnes âgées dans une boîte de nuit, dans une fête en train de danser. Ça, voilà, vous le verrez rarement ici au Sénégal. Bon, maintenant, voilà, ça peut être dans des circonstances un peu particulières, peut-être l'anniversaire d'un petit enfant, voilà, on peut voir ces choses. Mais sur le plan culturel, c'est mal vécu, c'est pas commandant pour, voilà, c'est l'image est autre. Donc, ici, quand après l'âge de la retraite, quand la personne prend de l'âge, c'est un garçon, voilà, c'est la mosquée. Les femmes également, voilà, c'est notre considération. Par exemple, la différence frappante entre le Sénégal, par exemple, et quand on va en Europe, quand on va par exemple en France, par exemple, on est surpris d'avoir autant de personnes âgées. Donc, on se dit même, est-ce qu'il y a des jeunes ici? Donc, on les voit dans les métros, on les voit dans la rue en train de trimballer leurs valises. Mais ici, ces personnes âgées, voilà, on ne les voit pas. Ils sont enfermés dans leur chambre, dans leur maison. À quelques exceptions près, si vous partez dans les villages lébous, on sait que ces lébous ont une culture conservatrice, donc souvent c'est encore les grandes concessions où il y a tout le monde, beaucoup de générations, disons jusqu'à 3 ou 4 générations. Et là-bas, quand même, on voit les personnages occuper l'espace. On les voit dehors, assis, se promener. Mais en dehors de ces quelques exceptions, vous venez à Dakar, vous voyez occasionnellement une personne âgée dans la rue dehors. Donc là aussi, ce sont les déterminants sociaux et les places que ces personnes peuvent avoir dans la société et qui dépendent de la culture. Maintenant, le vieillissement peut être vécu positivement avec un sentiment de paix, d'accomplissement surtout social, en conservant la possibilité de toujours jouer un rôle. Donc, c'est toujours important de se savoir utile et d'avoir une place, voilà, qui permet, disons, un sentiment narcissique. Le vécu peut être négatif quand il s'accompagne de nombreux regrets ainsi que d'un sentiment d'impuissance et de dégénérescence. Bon, c'est un hasard, hein, c'est pas voulu quand j'ai mis la peau blanche comme heureuse et le noir comme malheureux. Hein, donc, c'est pas intentionnel. On peut avoir un retentissement, quelques retentissements du vieillissement sur le plan cognitif et intellectuel, notamment au niveau perceptif, avec diminution des capacités sensorielles et perceptives. Donc, ils sont variables selon les individus, avec la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût peuvent être touchés. La mémoire ici est souvent touchée.
avec la mémoire à court terme qui est diminuée, avec des capacités d'acquisition mnésique nettement moindres, une attention plus difficile à soutenir et une imagination et curiosité intellectuelle moins vive. Et ces déficiences sont compensées par un accroissement des soins et de la précision apportée à la tâche à accomplir. Donc, faire les choses lentement mais bien. Okay? Donc, c'est une compensation. De toute façon, la personne âgée est plus souvent appelée à compenser, okay? Parce que les pertes, voilà, on les supporte mieux quand on les compense que quand on les subit avec des regrets. On a aussi le contrôle des réactions émotives qui diminue, ce qu'on appelle incontinence émotionnelle, avec sensiblerie, qui correspond à des réactions émotives inappropriées. L'émoussement affectif, avec insensibilité au monde extérieur, avarice et égoïsme. Okay? Et à mesure de l'avance de l'âge, la personne âgée et la société se désengagent mutuellement, et ce qui peut aboutir à un repli narcissique. L'intérêt pour les nouveautés diminue et fait peur à la personne âgée qui se complaît dans le rabâchage des faits anciens. Voilà, donc la personne âgée va avoir un récit, voilà, qu'elle déroule chaque fois. Voilà. Les personnes changent, mais voilà, le fait de raconter toujours les mêmes histoires, c'est aussi un moyen de se rassurer par rapport à ses capacités cognitives, mnésiques notamment. Hein. On peut avoir un autoritarisme avec dictature et tyrannie, une dépression. La sexualité aussi va être impactée avec le corps qui perd en attirance et se désexualise, avec perte des reliefs érotiques. Et ce corps de plaisir va se transformer en corps de plaisir, parce que voilà, ce corps-là n'est plus, n'attire plus, okay? perd sa capacité de séduction. Okay? Donc du coup, quand c'est comme ça, qu'en est-il maintenant de la sexualité de la personne âgée? C'est une question que je pose. Comment? Allô, vous êtes là? Oui. Maintenant, quelle est la place de la sexualité dans le vieillissement? Est-ce que la sexualité va prendre la retraite ou pas? Moi, je ne pense pas. Comment? Un peu. Moi, je ne pense pas. Vous ne comprenez pas? Je dis, je ne pense Oui. pas que ça va cesser, mais disons, l'activité va diminuer peut-être. Mais ça ne va pas cesser. Et puis après, ça dépend de l'âge. Oui, c'est-à-dire? Bah, quelqu'un de 80. Monsieur, les désirs, ça diminue. Je n'ai pas dit ça. Ma question c'est, avec l'âge, est-ce que la sexualité s'arrête? Non. Non. Pourquoi? Monsieur, parce que leur corps ne peut plus le supporter. Parce que le corps Ne peut plus le supporter.
ne peut plus le supporter. Donc ça s'arrête alors. Penseur, Oui. parce que la personne ne va plus trouver de plaisir comme avant. Je me dis peut-être. Oui. D'accord. Donc il y a un âge alors. C'est ça. Donc, quel est l'âge alors, l'âge limite de la sexualité alors? C'est la personne âgée. À peu près les 60 ans, 70 ans, comme ça. Je me dis peut-être. D'accord. Donc après Peut-être 70 ça ans, c'est dépend fini. aussi de la. Ça dépendra aussi du sexe. Peut-être si c'est l'homme ou chez la femme. Si c'est Si c'est l'homme l'homme ou ou la chez la femme. femme. Oui, quelle est la différence entre les deux? Déjà, la femme, à la ménopause, à peu près 40 ans, 50 ans, peut-être. Monsieur, Oui. Moi, je réponds. il y a aussi les restrictions psychologiques, comme quoi les vieux ne J'ai doivent pas pas entendu. avoir de J'entends sexualité. pas. Je dis qu'il y a aussi la restriction psychologique. Dans certaines sociétés, comme la société africaine, les vieux n'ont pas le droit d'avoir une sexualité. Les hommes n'ont pas le droit d'avoir une sexualité. Les vieux n'ont pas, c'est mal vu qu'ils Ah, c'est aient mal une vu. sexualité, une vue D'accord. C'est sexuelle. bien chez les hommes que chez les femmes. Oui, OK. Donc, du coup, on a fait quoi? On arrête parce que c'est mal vu. Monsieur, je je pense. Quelle est l'âge Oui. limite? Quelle est l'âge limite alors? Monsieur, je pense qu'il n'y a pas d'âge limite à la sexualité. Oui, pourquoi? Parce que, que la personne soit genre jeune, vieux ou bien même adulte. Déjà, bébé, on parle de sexualité. Et que même s'il devient vieux, genre, il y a toujours le désir, mais peut-être qu'il n'a plus la force nécessaire de le faire, ou bien il y a des facteurs qui interviennent. Mais je pense que malgré l'âge, qu'il y a toujours le désir chez la personne. D'accord. Maintenant, si la force disparaît alors, qu'est-ce qui se passe? La personne arrête. Non, non, elle n'arrête pas de. Oui, elle Bon, fait quoi? bon, si sa compagne n'est plus là et qu'il ne peut pas se trouver une autre femme, qu'il se calme. Mais bon, je trouve que c'est avec l'âge qu'il va se calmer quand même. Ah, il va se calmer avec l'âge. D'accord. Oui, oui. OK. Qui a un autre avis? Moi. Allô? Donc, c'est tout, il n'y a pas d'autre avis. Si, Il y a Luce qui parle, mais on n'entend pas bien. vous m'entendez mieux? Allô? Allô, oui, Luce, on ne t'entend pas bien. Là, vous m'entendez? C'est mieux? Un peu mieux, mais plus fort. Oui, je pense que c'est un besoin naturel d'abord pour l'homme, que ce soit pour l'homme ou la femme, parce que actuellement on peut observer par exemple des vieilles personnes qui ont toujours une sexualité avec des hommes par exemple plus vieux ou bien plus jeunes qu'eux. Donc je pense que ce n'est pas avec l'âge que la sexualité va disparaître. Il y aura peut-être une baisse de fréquence, mais ça ne va pas disparaître totalement. OK, d'accord. OK, donc merci pour ces réflexions. Donc, en fait, la sexualité a toujours une place importante
on le dit centrale, mais importante dans la vie de l'individu. Comme toujours, il y a la société qui encadre, qui autorise, qui interdit et tout. Donc, ça doit être vécu dans une culture avec les règles, les normes, tout. Okay? Bon, mais malheureusement, à l'instar des émotions, comme j'ai dit tantôt, la sexualité, pareil aussi, elle est mal comprise. Okay? Donc, malheureusement, la culture qui encadre, la société qui encadre, est défaillante par rapport à la situation. Okay? Donc, il y a l'ignorance qui fait que souvent, elle s'y prend mal. Okay? Et donc, du coup, voilà, ça pose beaucoup de problèmes. Hein? Bon, moi, j'avais reçu en consultation une personne âgée, amenée par sa femme et quelques enfants. Ils viennent et la femme, la première chose qu'elle dit, c'est la plainte, c'est qu'elle amène son mari parce que tout le monde est désemparé, on ne comprend plus, parce que le gars, il fait des accouchements à la bonne. Okay? Et quand il change de bonne, voilà, il récidive. Il se prend au bon. Okay? Et le gars, il me dit, docteur, vous êtes un homme comme moi. Hein? Quand on vous prive de la chose, okay, ça fait mal. Pour moi, c'est la seule façon que j'ai pour me révolter. Hein? Parce qu'elle ne me donne pas la chose, donc moi, je fais un peu ce que je peux, quoi. Voilà. Monsieur, il a quel âge, le monsieur? C'est un couple de personnes âgées. Ah, d'accord. Mais c'est vers les entre 70 et 80. Okay. Alors, la femme paraissait un peu plus jeune. Mais c'est un peu de cette tranche d'âge-là. La femme lui dit, oh, arrête avec ces choses-là. C'est plus de ton âge. Tu apprends de dire ça. Voilà. Donc là aussi, c'est un peu pour dire que cette sexualité a toujours une place, okay, dans la vie de la personne. Okay. Et comme on dit, ça n'a pas d'âge, la sexualité n'a pas d'âge, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, ni de sexe, ne pose pas. Okay. Donc, une vie sexuelle normale fait partie d'une vie épanouie. Bon, mais bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est faire à tout va sans tenir compte de certaines considérations. Non, la sexualité se fait dans un cadre. Okay. Ça peut être un cadre social, un cadre culturel. Okay. Bien que parfois, comme je dis, il y a un décalage entre ce cadre-là et le contenu. Mais n'empêche, ce cadre capte toute une place importante. Okay. Et comme dans la dynamique de groupe, le fait de sortir du cadre aussi expose la personne. Okay. Pour la personne à une punition, etc. Okay. Donc, dans l'idéal, cette sexualité n'a pas d'âge, donc ne doit pas s'arrêter. Okay. Et bon, maintenant, souvent, classiquement, bon, c'est peut-être un cliché. Okay. Comme on a dit, ça peut être mal vécu de l'exprimer chez la personne âgée. Okay. Ça peut être mal vu, surtout dans notre société, je ne sais pas ailleurs, mais dans la société sénégalaise, ça peut être très mal vu de voir des personnes âgées qui flirtent. Okay. Ça, c'est une chose qui n'est pas concevable même. Okay. Pareil aussi pour les pauvres hommes qui ont les moyens, parce que là, ça dépend des moyens, parce que ceux qui ont des moyens, souvent, peuvent être plus facilement acceptés par les plus jeunes.
et peuvent, disons, se marier. Et là aussi, voilà, c'est mal vu aussi parce que ça va se dire, ah, tiens, qu'est-ce qu'elle fait avec ce vieillard-là, ou bien lui aussi, qu'est-ce qu'il fait avec cette personne. Voilà. Donc, ça a ces considérations aussi. Hein. Il faut tenir en compte. Donc, les plus chanceux, voilà, disons, ceux qui ont plus d'autonomie économique, voilà, plus de chances, disons, de pouvoir voilà, trouver d'autres alternatives. Okay. Dans le congé reçu, de trouver, bon, que dans la, si ce sont des musulmans, il y a la possibilité d'avoir d'autres femmes aussi, d'être dans la polygamie, avec, entre guillemets aussi, toutes les conséquences aussi qui peuvent y survenir, parce que là aussi, j'ai travaillé dans un centre pour personnes âgées, okay, quand j'ai fini ma médecine, et la polygamie, en fait, les problèmes de la polygamie, ça a commencé quand la personne allait à la retraite. Okay? C'est là où ça a commencé vraiment à être problème. Maintenant, l'âge, c'était compliqué, il y a des tiraillements. Et ça s'empire quand la personne perd son autonomie, quand la personne est dépendante. Donc, souvent, je vois des femmes qui viennent, okay, qui se plaignent en disant que leur mari a été kidnappé par voilà, la deuxième ou troisième femme. Okay. Donc, la femme attend le tour du gars et puisque le gars ne peut pas se déplacer, il y a une mobilité réduite, voilà, et la garde pour elle. Okay. Bon, on sait que l'enjeu, c'est aussi l'héritage et tout. Okay. Parfois, c'est pareil aussi, on se casse le mari, on lui fait signer des papiers, bien que normalement, ce n'est pas légal, et puis il y a des contestations possibles. Okay. Mais on le voit. Okay. Donc, souvent, voilà. Quand la personne perd en autonomie, en pouvoir, c'est là où voilà, les choses risquent de se compliquer quand il n'y a pas d'éthique hein, dans la façon de vivre les choses, d'éthique ou de morale. Mais vous avez parfaitement raison pour ceux qui ont parlé de diminution des activités, des capacités physiques. C'est le cas, les performances diminuent. Donc chez l'homme, il y a l'érection qui nécessite plus de temps. Okay. Donc, la période réfractaire est plus longue. L'érection nécessite un temps plus long, des efforts plus soutenus, elle est moins vigoureuse. Chez la femme, c'est la lubrification vaginale qui diminue et le vagin qui s'atrophie. Okay. Donc, comme je disais à l'entame, une personne âgée n'est pas un adulte moins fort, peut-être. Okay. Donc, ça veut dire que si on pense que la sexualité de la personne âgée est identique à la sexualité de personnes adultes, là, ça devient compliqué. Okay? Parce que les ressources sont différentes, ne sont plus les mêmes. Okay? Donc, ce n'est pas l'image de l'adulte viril, fort, qui peut tenir de façon illusoire, qui peut tenir 2 heures de temps. Okay, ça relâche. Ok, donc c'est l'histoire de fable là. Okay, quand on les véhicule, donc là, même pour les adultes, c'est pas le cas. Ok, bon, maintenant, quand on reste dans les fantasmes, voilà, ça devient compliqué quand la personne âgée importe ce type de fantasme là. Donc, comme j'ai dit aussi à l'entame, la solution, c'est dans l'adaptation. Ok. Un problème, on n'est plus capable d'être comme on était avant, on cherche des solutions parallèles. On s'adapte. Donc, de notre côté, la sexualité perd de son importance, et même si elle est loin d'être finie à cet âge, elle n'est jamais finie. Tant qu'on respire, on a des désirs. Et les désirs n'ont pas d'âge et disparaissent et paraissent ignorer le vieillissement, alors que le corps s'épuise et les contraintes extérieures s'accroissent, ce qui peut susciter des conflits. Okay. Comme l'a si bien dit au dernier camarade qui est intervenu, c'est s'adapter. Okay. Continuer sa vie sexuelle, et pas à l'image de l'adulte, mais avec les capacités qu'on a.
parce que j'ai fait exprès d'entretenir le flou, parce que vie sexuelle n'est pas équivalent chaque fois à relation sexuelle physique avec pénétration. La sexualité ne se limite pas à la pénétration. Hein. Il y a plusieurs façons de vivre une sexualité, surtout quand voilà, les capacités physiques diminuent, les désirs aussi parfois, mais n'empêche, il y a toujours une façon de vivre la sexualité du moment avec les ressources qu'on a. Et comme j'ai dit, une vie sexuelle épanouie facilite aussi et compatible avec une vie épanouie plus globalement. Parce que je me rappelle un de nos collègues qui faisait des consultations aux personnes qui avaient des AVC. Donc, il se rendait compte que souvent ces personnes faisaient des dépressions, que même ces dépressions étaient souvent difficiles à guérir, à stabiliser. Donc, du coup, l'idée pertinente qu'il a eue, c'est maintenant de recevoir les personnes avec leurs conjoints. Et dans son accompagnement, n'hésitez pas à s'intéresser à la sexualité. Bon, et par surprise, la sexualité était nulle, dans la plupart des cas. Pour les personnes qui avaient des AVC, parce que d'un commun accord, bien sûr, décision, je ne sais pas trop, mais en tout cas, j'observais souvent que cette vie sexuelle était nulle. Et dans ces prescriptions, il y avait certes l'ordonnance, mais il y avait aussi cette prescription-là de reprendre l'activité sexuelle avec leurs moyens. Et par surprise, et ils voyaient que cette prescription facilitait la récupération des patients. Et les patients étaient plus épanouis quand ils venaient le voir. Et la reprise était plus accélérée. Donc, c'est pour dire aussi l'importance de cet épanouissement sexuel dans la vie d'un individu. Donc, ça, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger et ça peut participer au bien-être et à une vie plus épanouie. Donc, le vieillissement va avoir des retentissements, notamment au niveau social, avec des pertes d'amis, pertes de proches, veuvage, départ d'enfants. Donc, c'est comme si on était condamné à la solitude. Là aussi, dans mes consultations, j'avais assisté à une scène où une dame sortait et était tombée sur une autre qui devait rentrer. Donc, quand les patients comme ça sortent du bureau et que un autre patient entre, donc ils se rencontrent devant la porte. Et là, quand ces deux personnes se sont rencontrées, ils se sont entrelacés chaudement jusqu'aux larmes pendant longtemps même. C'est là pour leurs enfants qui les accompagnaient m'ont soufflé que c'était en fait des anciennes meilleures amies inséparables, mais qu'elles étaient restées 13 ans sans se voir. Là aussi, ça traduit la solitude que ces personnages ont. Donc, quand ils prennent de l'âge, souvent, ce sont des personnes qui ne sortent plus, qui restent dans leur chambre. Tout au plus, passent un temps au salon, mais ne sortent pas. Surtout quand elles sont malades, ça devient pire. Là, il n'y a même pas de chance qu'elles sortent. Donc, ça dit que ça revient toujours sur cette place que la personne doit avoir. Parce que sa place, c'est d'être caché, d'être dans une pièce, dans une maison sans sortir, etc. Ou bien est-ce que, d'avoir une place, une fonction, une occupation, un rôle social dehors, qui n'est pas souvent le cas. Donc là aussi, c'est un peu une piste de réflexion pour savoir quelle place honorable ces personnes peuvent avoir dans notre société. Donc, ces personnes qui vivent des pertes. Chaque instant, par période, telle est partie. Bon, maintenant, c'est le lot du vieillissement. Quand on prend de l'âge, plus on avance, plus il y a la probabilité qu'on perde des personnes qu'on connaît, surtout des personnes qui sont de la même classe d'âge. Donc,
c'est un lot de pertes immenses, pertes de travail, pertes de relations sociales, capacité physique, mentale, autonomie, narcissique, beauté, puissance, capacité de séduction, de fécondité et tout. Donc, c'est comme si la personne, plus elle prend de l'âge, plus elle est condamnée à cette souffrance-là. Mais heureusement, non, il y a la possibilité de s'adapter avec un sentiment de vulnérabilité qui s'accompagne d'une diminution du contrôle émotionnel, ce qui peut se traduire par une irritabilité, une impatience et des attitudes de repli et d'isolement. Un égocentrisme avec le sujet âgé qui va se concentrer sur lui-même, réduisant son intérêt pour le monde extérieur, un désinvestissement du futur, avec concentration sur le présent et le passé, qu'ils enjolivent, et pour agrémenter leur présent. Une passivité et une dépendance des autres, vis-à-vis des autres, une régression psychologique, là aussi c'est facilité par le déclassement. Le déclassement, c'est quoi? On est dans une société de production, donc ceux qui produisent sont valorisés, on leur place, tout est organisé pour eux, et les couches vulnérables sont les personnes qui ne sont pas productives, donc sont les personnes qu'on entretient. Donc, soit les enfants, soit les personnes âgées. Donc, du coup, on va être dans une famille où il y aura un clivage entre ceux qui sont actifs et qui ont des revenus et ceux qui sont dépendants, qui dépendent des personnes qui ont des revenus. Donc, du coup, ça va s'apparenter en psychologie à ce qu'on voit dans la relation parent-enfant. Donc, celui qui s'occupe de la personne va être son parent et la personne dépendante va être l'enfant. Donc, du coup, ces personnes âgées, avec cette perte d'autonomie financière, d'autonomie de place d'un élément productif de la société, vont se retrouver au même rang que les enfants. Donc, du coup, on va les voir, on va avoir grand-mère, donc les enfants vont être poussés vers les personnes âgées. Donc, là aussi, on choisit pour eux, on leur impose des choses, donc ils n'ont pas le mot à dire. Voilà. Donc, c'est un peu cette configuration après qu'on va retrouver. Donc, il y a un intérêt accru pour l'argent, avec un goût à la possession, une difficulté de partager. On assiste parfois à des régressions massives archaïques de lutter contre l'angoisse de mort, une sous-estimation de soi pouvant conduire à la dépression et même au suicide. Et pour terminer, on va parler du concept de vieillissement réussi. Bon, c'est un concept qui est controversé parce que on fait quoi de la personne qui a des difficultés et qui n'a pas pu atteindre ce niveau de réussite? Bon, mais c'est un peu mal comprendre ce principe. Ce principe, l'idée ici, c'est que quel que soit son niveau, quelle que soit sa situation, c'est de pouvoir faire avec ce qu'on a et avec ce qu'on est. Donc, c'est ça, ce concept de vieillissement réussi. C'est de pouvoir s'adapter à toutes ces pertes-là, d'accepter des changements corporels et la modification de l'image du corps qu'il a de lui, en conséquence, l'acceptation de la perte et de l'idée d'approcher sa propre mort, donc relativiser les choses. La mort est certes là, mais ça ne dépend pas de moi. Donc, elle viendra quand Dieu l'aura décidé. Donc, moi, je me préoccupe sur ce que je peux gérer. D'accord? Donc, c'est ce compromis-là, par exemple, qu'on peut avoir. C'est la modification aussi de ses idéaux et de ses buts dans la vie. Donc, chaque fois qu'il y a un problème, on voit en baisse ses besoins. Et comme ça, on aura plus de chances de vivre tranquillement. La capacité à transformer le présent en source de jouissance. Donc, un peu au début aussi, avec le verre à moitié vide, moitié rempli. Donc, se focaliser sur ce qui est à moitié rempli. Donc, c'est la même chose, mais la conséquence est différente. L'aptitude à forger de soi une image digne, comptant à ses propres yeux, comme aux yeux des autres. Et cette adaptation à la vieillesse dépend de trois facteurs: la personnalité antérieure du sujet, donc un sujet qui est envers lui-même enseignant, au lieu d'être parent. Bon.
Ça, c'est l'image un peu caricaturée du parent qui éduque avec dureté, contrairement à l'enseignant qui accompagne de façon souple, voilà, qui encourage, etc. Ici, l'idée, c'est d'avoir cette attitude avec soi-même, voilà, d'être positif avec soi-même, de ne pas être trop dur, de ne pas trop être dans le regret, dans la rumination, dans le passé. Donc, c'est aussi, ça dépend aussi de son épanouissement social actuel, qui dépend de la capacité du sujet à la reconstruction tardive de soi et de ses relations, de ses prévoyances matérielles. Okay? Donc, on sait combien la relation sociale est importante pour une personne. Donc, les sociologues le disent si bien, l'homme est un être social, un animal social. Donc, c'est, quel que soit son âge, de pouvoir recréer des connexions avec les autres. Et de ne pas seulement s'appesantir sur les connaissances qu'on a perdues, mais de les accepter et de faire avec et de continuer à construire de nouvelles relations sociales avec les personnes qui sont à votre portée. C'est la qualité aussi du soutien socio-familial qui joue un rôle important du fait de la dépendance croissante du sujet âgé de son entourage. Dans la famille est pour beaucoup. En fait, d'avoir une place honorable dans la famille, okay, de ne pas être trop mis avec les enfants, voilà, de ne pas recueillir souvent l'avis de la personne âgée, parce que souvent dans ma consultation, des enfants se plaignent en disant que moi je ne comprends pas tout ce qu'il lui faut, il y a la télé, le frigo, le climatiseur, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas épanoui, ok? Et or c'est lui qui se projette, voilà, lui-même. Okay? Donc lui, peut-être quand il va au travail, il revient, il n'a pas besoin de sortir. Et, il va avoir à sa disposition un lit moelleux pour se coucher, etc. Donc c'est lui qui projette ses envies sur la personne âgée. Okay? Mais la personne âgée, ses besoins, malheureusement, ses besoins les plus importants sont interdits par les enfants. Donc c'est le fait de sortir, d'aller dans les manifestations, dans les cérémonies, voilà, participer, voilà, donner quelque chose au griot, voilà, avoir ce statut, voilà, de yellow mom, voilà, de personnes âgées qu'on fait participer dans les cérémonies avec une place, voilà, honorable, d'aller dans les cérémonies, dans les décès, de voir beaucoup de monde. En fait, c'est plus ça qu'ils ont besoin. Et malheureusement, pour les protéger en disant que bon, là, ils vont s'exposer, c'est dehors, c'est pas sûr, voilà. De toute façon, c'est sans intérêt parce qu'on a des futilités. Voilà. Donc, du coup, on les prive de ça. Et c'est ce qui, normalement, qui va plus, dont plus besoin que de rester enfermé en 4 murs. En conclusion, on voit que le psychologique, voilà, la vieillesse peut avoir de multiples retentissements chez la personne, du moins, qui peut être physique, social ou psychologique, et laisser plusieurs ajustements pour être bien vécu. Voilà pour ce cours. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non, ça va? Monsieur, Oui. est-ce que la personne âgée demande beaucoup plus d'affection ou bien? Pas beaucoup plus d'affection, mais de l'affection tout court. Parce que c'est une personne avant tout. Ah, d'accord. Je pensais que l'âge affecte sur ça. Avec l'âge, la personne, non, il ne faut pas faire la confusion entre une personne qui a une régression. Donc, la régression va être une conséquence d'un manque. Ce manque est lié à cet inconfort qu'il a, par exemple, dans la famille, qui fait que pour pallier à cette souffrance-là, elle a besoin de retenir l'attention, de focaliser l'attention, parce qu'elle a déjà un mal-être. Donc là, à ce niveau, c'est déjà un problème.
OK? Mais dans les conditions idéales, dans les conditions normales, normalement, voilà, c'est une personne comme les autres, un membre de la famille comme les autres, et qui n'a pas besoin d'autant d'affection que les autres. Quand tout se passe bien. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. S'il n'y a pas de questions, donc je pense que c'est le dernier cours. Donc, vous allez évaluer sous forme de QCM. Il y aura 20 QCM avec 4 types de questions, le groupage, l'élection, la censure et la cause à effet. OK? Bon, normalement, vous savez déjà, vous êtes habitués. Donc, c'est l'information la plus... Voilà, l'information importante à donner. Sinon, est-ce que vous avez d'autres préoccupations par rapport au programme ou à l'évaluation? Monsieur, on veut savoir... Oui, docteur. Professeur. Comment? C'est bon, c'est clair. D'accord, OK. Donc, non, professeur. Comment? On voulait savoir, parce qu'on n'avait pas terminé le cours avec professeur Cam. Oui. Je ne sais pas si cette leçon est vraie à partir, parce que professeur Cam avait dit que ce sera seulement les 2 leçons qu'on avait fait, mais bon, il allait voir ça avec vous, mais je ne sais pas ce que vous avez retenu. Bon. Bon. C'est pas trop, mais normalement, il ne faut pas... faut pas tenir compte des cours. Vous avez fait combien de cours avec lui? On avait fait le secret médical et la responsabilité médicale. 2 grandes leçons. Oui. Vous avez fait combien d'heures? On a fait près de 8 heures hein, de cours. Non. 8 heures sur ça? 10 heures de cours à peu près. Parce que sur la responsabilité médicale, on a fait 4 séances de 4 heures. Non, 2 séances de 4 heures. Déjà, ça fait 8 heures. Et sur le secret médical, on a fait peut-être 6 heures de temps ou 8 heures de temps. D'accord. Bon. Parce que je prends en cours des choses. Donc, normalement, jusqu'à preuve du contraire, donc focalisez-vous sur l'ensemble des cours qu'on a fait, que j'ai fait avec mes collègues. Oui. OK. Maintenant, si ça change, là, je vous dirai. Jusqu'à présent, on n'a pas échangé. Donc, du coup, jusque-là, je pense que je vais tenir compte de ce qu'on a fait. Ah, d'accord. Okay. Si ça change, je vous dis. Ah, d'accord, ok. D'accord. Je ne sais pas. Peut-être même lundi, on doit terminer le cours sur la responsabilité médicale parce qu'on ne l'a toujours pas terminé avec professeur Cam. Il m'avait dit qu'il allait me rappeler, mais il ne m'a toujours pas rappelé. D'accord, ok. D'accord, on s'en tient à ça. Maintenant, si ça change, je vous dis. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ok, donc bonne chance et bonne continuation. Ok, merci beaucoup à vous. Oui, au revoir.